on se retrouve aujourd'hui pour parler d'actu littéraire. Je me suis dit que j'aimerais bien faire un format assez court qui sortirait le dimanche, une fois par mois. Donc là, exceptionnellement, puisqu'on va faire un gros récap de ce qui s'est passé ces derniers mois, ça sort un mercredi, mais après ce serait une vidéo exclusivement du dimanche dans lequel on va démêler tout ce qui s'est passé via les réseaux, les annonces, les polémiques, les potins. Voilà, tout ce qui peut vous intéresser, les sorties cinéma, peu importe, mais toutes les choses liées à la sphère littéraire où vous auriez peut-être loupé l'info parce que ça existe sur Instagram, ça existe également sur TikTok, sur YouTube, j'imagine que ça doit exister aussi en short. Pour le moment, je suis tombée sur personne qui l'a fait en format long. Ne dis pas que j'ai inventé la poudre, loin de là, mais ça sera un espèce de journal télévisé qui va permettre de retracer ce qui s'est passé chaque mois. Si j'ai pas assez d'informations par mois, je fais peut-être pour tous les 2 mois et faire un récap de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des moments où c'est extrêmement mouvementé sur les réseaux et sur les annonces, etc. Et il y a des moments où c'est un peu plus mou du genou, où il se passe pas grand chose. Donc voilà, c'est pour faire un petit récap. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur, j'ai les cheveux plus ou moins lisses. Ça m'arrive une fois par an quand je vais chez le coiffeur, c'est tout. Donc voilà, faites pas attention à la tête, c'est pas ma tête habituelle, mais je pense que ça va, vous allez vous en accommoder. On va donc découper cette vidéo en 2 gros morceaux. D'abord, on va parler de tout ce qui est polémique, donc plutôt tout ce qui est négatif, tout ce qui est apparu sur la sphère des réseaux de plus ou moins loin. Et ensuite, la deuxième partie, ça sera plutôt côté potin, où là on sortira plus les trucs positifs, à savoir les sorties, les adaptations cinématographiques. Comme ça on finit la vidéo sur une note joyeuse avec plein de choses. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Et puis ben, n'hésitez pas, si jamais il y a d'autres choses que j'ai loupées sur la sphère littéraire dont vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me permettra d'étoffer mon édition suivante. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non, savoir si je maintiens ce rendez-vous là ou pas. Dernière chose, disclaimer, je ne prendrai pas parti dans ce genre de vidéo, je vous donne les informations, vous faites ce que vous voulez des informations que je vous donne. Ceci étant dit, eh ben c'est parti tout de suite. La première chose dont on va parler, c'est absolument pas joyeux puisqu'on est du côté polémique et ça fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. C'est un auteur dont on va parler qui écrit des livres tout doux pour dessiner la jeunesse et finalement peut-être que l'homme qu'il semble faire paraître n'est pas du tout celui qu'il est actuellement. Je vous parle donc de Michael Brarno qui a sorti la saga La Mémoire de la Forêt, dont je vous ai fait les éloges à multiples reprises. Tout a commencé avec son post disant qu'il avait vendu sa propre librairie, puisque pour ceux qui ne savaient pas, il possédait une librairie, c'était le gérant, qui était un peu dans la même veine que sa saga des Mémoires de la Forêt. Tout le monde a été plutôt désolé, plutôt en accord avec ce qu'il disait, jusqu'à que certains membres de l'équipe de cette fameuse librairie se manifestent et commencent à poster des stories et des témoignages de ce qui s'était réellement passé dans cette librairie. À travers ça, il nous dépeigne un Michael Brarno bien loin de l'image qu'il se fait passer. Il aurait, à de multiples reprises, mis énormément de pression sur ses équipes. Il aurait une gestion toxique, selon les dires des membres de l'équipe ou d'anciens membres de l'équipe. Il y aurait eu des départs de dépression à cause de lui. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en avant. Il aurait eu aussi un comportement extrêmement différent selon le client qui était en face de lui. Il ne déléguait absolument pas lorsque c'était des personnes ayant de l'influence. Donc soit des influenceurs littéraires, soit des journalistes presse, soit d'autres auteurs, etc. Il prenait personnellement en étant extrêmement mielleux. Et si vous étiez une personne lambda, il laissait ses équipes s'en charger. Mais il avait toujours visiblement l'œil derrière eux à regarder exactement tout ce qu'il faisait. Le traitement était visiblement différent d'une personne à l'autre. Il a également eu des propos un peu déplacés en disant que Mémoire de la Forêt aurait été le seul et l'unique pilier de toute son affaire. Et à travers son post, il y a une chose qui a été reprochée par le grand public, c'est qu'il n'a absolument pas mentionné ses équipes puisqu'il ne travaille évidemment pas là tout seul et il n'a pas eu de petits mots pour eux dans son post d'origine. Et la polémique ayant pris de l'ampleur, il a fini par faire un post en s'excusant et en mentionnant toutes les personnes qui avaient travaillé avec lui au fil et à mesure des années. Il leur a laissé un petit mot et que effectivement il avait été maladroit. Est-ce que au final ce sont des rumeurs ou est-ce que effectivement Michael Brarno et l'homme à travers les stories? Si j'arrive à retrouver la source des stories, puisque je les ai toutes lues à un moment donné, mais je n'ai pas pensé à screener pour vous montrer. Si je les retrouve, je vous mettrai des extraits à l'écran.
Sinon, c'est que malheureusement, je n'ai pas réussi à les retrouver. En tout cas, ça fait énormément de bruit et ça a fait beaucoup parler. On continue avec une autre polémique qui a été extrêmement petite comparée à celle dont on vient de parler. Ça concerne une maison d'édition et l'IA. Effectivement, PKJ aurait sorti, je ne l'ai pas vu moi personnellement, mais j'ai vu passer les infos, comme quoi il y aurait eu un réel ayant utilisé l'IA, ce qui a fait beaucoup réagir les lecteurs et les lectrices, les personnes abonnées à leur compte, puisque c'est une grosse maison d'édition et on s'attendait pas forcément à ça de la part d'une grosse maison d'édition. Ils ont donc très rapidement pris la parole et supprimé ce réel en question en s'excusant et en pensant ne pas faire à mal. Une autre polémique qui a pas mal secoué la sphère Bookstagram, c'est concernant un plagiat. Il y a quelques mois déjà, une influenceuse littéraire s'était fait cramer, comme on peut dire, en plagiant les chroniques mot pour mot quasiment de certaines autres influenceuses littéraires. Elle le faisait en les bloquant eux, mais en allant toujours voir leur contenu. Je ne sais pas comment elle fait. Et il s'avère que quand une chronique était publiée, quelques jours plus tard, cette même chronique était republiée par cette fameuse bookstagrammeuse en reprenant quasiment mot pour mot. Malheureusement, après avoir eu des excuses et quand même un drama assez énorme, je pense que c'est l'un des plus gros dramas qu'on ait eu sur la sphère littéraire cette dernière année. Elle a finalement s'est excusée et en disant qu'elle ne le referait plus. Malheureusement, il y a un mois déjà maintenant, elle a récidivé, notamment à travers des mots, mais aussi sous le format que ça a été fait. Beaucoup disent qu'elle s'est inspirée, d'autres que c'est plagié, donc c'est un peu une quête à celui qui va dénoncer plus facilement le plagiat. Il y a de plus en plus de personnes qui font très attention à ça. On n'a pas eu de communiqué officiel de sa part cette deuxième fois. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'est parce qu'elle avait déjà des antécédents? La question reste posée, le débat reste ouvert. Beaucoup ont essayé d'abord de la contacter en privé pour essayer de régler le problème sans le mettre en public, mais visiblement elle ne voulait rien entendre à ce moment-là, durant la première polémique, et ce qui fait que ça est rendu public. On a donc vu son nom passer partout. On continue avec deux livres qui fait énormément parler de lui, mais pas vraiment de manière positive. D'abord, il y a eu Et l'hiver nous emportera, et dans la même veine, The Lady in Red, deux livres qui se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale entre des Français et des membres de la SS, dont toutes les recherches ont montré que c'était pour la majorité des fervents défenseurs de la philosophie de vie, dirons-nous, de Monsieur H, et qu'ils étaient profondément convaincus. La première, Et l'hiver nous emportera, ça a fait polémique puisque c'est une romance entre ce membre de l'ASS et une résistante. Beaucoup ont reproché à ce roman donc de romantiser une relation qui n'aurait pas pu exister dans l'histoire au vu des convictions des membres du SS et des convictions des résistants. Et forcément, c'est redorer ou mettre une image glamour sur quelque chose d'effrayant, sur quelque chose qui a marqué l'histoire, qui a marqué toute une partie de la population, qui a marqué aussi notre histoire d'une certaine manière. Et forcément, ça n'a pas plu à une grande majorité. L'autre majorité qui a lu entre-temps n'y voit pas le mal en disant pourquoi pas. The Lady in Red, c'est un peu le même souci dans le sens où c'est une romance entre une membre SS et une prisonnière d'Auschwitz. Déjà à l'époque, pour les LGBTQIA+, c'était pas foufou, mais en plus, entre une membre SS et une prisonnière d'Auschwitz, ça a peu lieu de l'être, pas très plausible, dirons-nous. Voilà, donc c'est pareil, c'est romantiser une période extrêmement dure, extrêmement tragique pour beaucoup de personnes, à travers des romances. Pareil, vous faites votre propre opinion là-dessus. On continue avec une autre autrice qui a été victime d'une énorme rumeur, mais je vous préviens dès la base, cette rumeur, on n'a pas de preuves, on ne sait pas d'où elle part et qui a lancé ça à la base. Je vous explique. R.F. Kuang est accusée d'avoir utilisé l'IA pour écrire ses livres. Donc elle est connue pour avoir écrit La Guerre du Pavot, Yellowface, Babel et plus récemment Catabasis. Les internautes lui reprocheraient d'utiliser l'IA puisqu'elle a une plume très académique et très soutenue. Et plusieurs d'internautes l'accusent de l'utiliser parce que ce n'est pas possible d'écrire de cette manière-là. Il n'y a aucune preuve de ça, donc c'est une rumeur qui a pris quand même pas mal d'ampleur à un moment donné. Et finalement, on se rend compte c'est parti de rien, c'est parti
On n'arrive même pas à trouver le post Reddit, la revue Bookstagram, peu importe, qui a mentionné ça, et ça a mis le feu aux poudres, ça s'est relayé, mais il n'y a aucune preuve tangible de cette rumeur. Peut-être qu'elle existe, mais moi j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. À voir si quelqu'un a trouvé le post d'origine, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pense que ça fera avancer. Et enfin, je voudrais vous parler de quelque chose d'illégal qui se déroule actuellement sur Vinted. Il y a des e-books à vendre. Tout commence avec soit une photo du livre physique, soit avec l'image du livre, où les personnes nous disent dans la description, ne payez pas directement, mais contactez-moi via message. On a l'impression qu'on va acheter un livre physique, mais malheureusement c'est souvent un e-book, donc un livre au format numérique qui est vendu derrière. Je rappelle que c'est tout à fait illégal, puisque forcément si ça ferait des duplicata constant d'un e-book, et donc forcément ça poserait des problèmes au niveau de la rémunération des auteurs et des maisons d'édition. Bref, ceci est illégal, donc faites très attention quand vous payez quelque chose sur Vinted. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'internautes qui font donc maintenant la traque de ce genre d'arnaque. Mais voilà, c'est interdit, c'est marqué dans la loi, c'est illégal et on peut être poursuivi pour cela. Et on passe côté potin, beaucoup plus fun. Franchement, je pense qu'il y a... En plus là, il y a eu plein d'annonces ces derniers mois. Vu que c'était la rentrée littéraire, les maisons d'édition en profitent. Et donc là, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Que des choses positives là, c'est cool. On commence par quelque chose qui sort un peu du cadre. Je sais pas si vous avez suivi le Zevent, donc un événement caritatif avec des streamers. Et on va parler plus particulièrement de Enjoy Phoenix, puisque celle-ci a décidé d'ouvrir un OnlyFans après les dons. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment comment ça fonctionne le Zevent, en gros chaque créateur de contenu peut créer une cagnotte avec des objectifs, et donc l'objectif de Enjoy Phoenix c'était 120 000 € et d'ouvrir un OnlyF. C'est une plateforme qui est normalement réservée pour parler de contenu pour adultes. Pas réservé, mais en gros c'est du contenu payant où souvent il y a du contenu adulte, on va dire. Elle a dit ça sans préciser pourquoi elle l'utiliserait, et elle pensait absolument pas réussir à obtenir cette somme. Mais heureusement ou malheureusement, je ne sais pas vraiment, cette somme a été réunie. Elle va donc ouvrir à OnlyF, mais elle a précisé que ce serait un compte de livres sur lequel elle lirait des morceaux de romance spicy. Notamment, elle a parlé d'Akotar, même si c'est une saga qui est extrêmement controversée. Elle est extrêmement connue pour ses contenus spicy, son smut très développé, nous allons dire. Et donc, son OnlyF serait dédié à ça. Bref, c'était assez rigolo, je me devais de vous le mentionner. On va parler plutôt côté maison d'édition pour le moment. Du côté des maisons d'édition, nous avons deux nouvelles maisons d'édition de romance. De Saxus s'est lancé dans la romance et ça s'appelle donc Saxus Romance. Mais nous avons également Pocket qui a lancé sa collection Pocket Romance. Les deux ont fait toute une petite enquête autour qui a pas mal remué la toile, surtout Pocket qui a détenu en otage une collection. Ça a été assez fun à suivre sur Instagram, mais voilà, il y a deux maisons d'édition de romance, donc si c'est le genre que vous lisez, vous allez être ravis. D'ailleurs, Saxus Romance a annoncé son premier titre et c'est L'étrange Noël de Monsieur Klaus de Sarah Arch. J'ai aucune idée du résumé puisque la romance, vous savez que elle et moi, on n'est pas vraiment copines, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le résumé dans la barre d'infos. Nous avons également une nouvelle maison d'édition qui va voir le jour, qui a pour but d'augmenter la représentation dans les livres, notamment concernant la diaspora et les peuples autochtones. Le premier livre de cette maison d'édition est actuellement en campagne Ulule. Ça s'appelle Opale des Abysses. Je vous mettrai également dans la barre d'infos le lien Ulule si vous souhaitez participer à cette campagne. Ils sont arrivés à 103% également au moment où je filme cette vidéo. Nous allons également avoir un Fairyloot français. Enfin, la TikTokeuse Lishxa, je sais pas exactement comment ça se dit, a décidé d'ouvrir Tookie Tale qui devrait voir le jour en 2026, qui ferait pareil des objets collector autour du livre. Donc un espèce de Fairyloot français, et elle a mis beaucoup de cœur dans ce projet. Elle travaille actuellement dessus. On connaissait déjà le travail qu'elle était capable de fournir à travers ça, puisque c'est également l'autrice d'une
saga de fantasy où elle s'était auto-publiée et elle avait fait des objets livres plutôt sympathiques. Donc si c'est à la hauteur de ce qu'elle a fait pour son propre livre, j'imagine que ça va être de qualité. Pareil, je vous mets le compte Instagram de Tsuki Tale dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On passe sur plusieurs infos en vrac. Tout d'abord, Hugo Roman s'est associé à la Cube pour créer un calendrier de l'Avent New Romance où il y aurait à l'intérieur que des choses dédiées à ce genre-là. Moi, forcément, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que ça peut plaire à énormément de personnes. À l'intérieur, on trouverait 12 romans au format poche, alternés avec des petites douceurs, des petites surprises, papeterie, gourmandise, etc. Les préventes auront lieu le 1er octobre et il y a actuellement un concours qui est mis en place pour en faire gagner 5. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à les fouiner sur internet pour trouver. Dans les choses qui sortent un petit peu du quotidien, les éditions Hachette ont remis au goût du jour Twilight en sortant une édition collector du premier tome. Il sort, je crois, ce mois-ci au moment où je poste cette vidéo. Je suis pas sûre de ce que je raconte. Et le deuxième tome arriverait en 2026. Donc si vous voulez revivre vos meilleurs frissons d'adolescente, n'hésitez pas à retourner dessus. Et enfin, Alex Aster a annoncé sa première romantaisie adulte. C'est l'autrice de Light Lark qui a fait quand même beaucoup de bruit chez Lumen ces dernières années. Elle a annoncé donc Starside qui sortirait en mars 2026, qui parlerait d'une romance, enfin d'une romantaisie Enemies to Lovers avec des épées un peu sanglants. Beaucoup lui reprochent de rester pas très loin de l'univers de Light Lark. D'autres sont hyper hypés à l'idée qu'il y aurait une autre saga de l'autrice qui cette fois serait adulte. Voilà, ça a fait quand même pas mal parler, donc je vous l'annonce quand même, ça peut être très cool pour ceux qui le souhaitent. Et pour finir cette vidéo, on va faire un petit détour au cinéma et en série avec tout ce qui est prévu de sortir d'ici ces prochains mois ou carrément de l'année prochaine. Je me dis que c'est le moment de faire un point assez long sur tout ce qui va sortir adapté de livres. Tout d'abord, il y a celui qui est extrêmement attendu, on en a quand même pas mal entendu parler partout, donc peut-être que vous avez déjà l'info, mais il va y avoir La Femme de ménage qui va être prochainement adapté en film. Et dans la même veine, dans les livres dont on a entendu parler partout, il y a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui va être adapté le 14 mai 2026 avec Lee Reinhardt, l'actrice qui a joué notamment dans Riverdale. Mais il y a également d'autres titres qui sont attendus en 2026, notamment l'adaptation du Fantôme de l'Opéra. Il sortirait lui le 23 septembre 2026 et il aurait été tourné cet été. Les infos que j'ai trouvées datent d'avant l'été, donc je sais pas si effectivement le tournage a eu lieu cet été, mais il devait avoir lieu à l'Opéra Garnier. Donc on verra ce que ça donne. Moi j'avais beaucoup aimé le Comte de Monte Cristo, donc c'est sûr que j'irai voir celui-ci. Surtout que visiblement ce serait à peu près dirigé de la même manière. Nous aurons également en 2026 une adaptation de l'Odyssée de Homère qui va être produit par Christopher Nolan, qui a notamment fait produire Oppenheimer, Interstellar, Batman. Bref, il a un certain nombre de films à son actif, donc ça peut être extrêmement cool je pense. Et dans ce film, il y aurait réuni Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, bref, du beau peuple, donc ça peut être pareil très chouette. Vraiment là c'est... On verra ce que ça donne, mais moi qui adore le livre, je vais me jeter, je pense, sur la sortie en film. De sang et de rage, que je n'ai jamais lu, mais qu'on a vu quand même pas mal passer, je pense il y a 2-3 ans maintenant, va être adapté pour le 17 septembre 2026. Évidemment, ça a le temps de changer parce que c'est quand même dans un an. Nous aurons également en 2026 un nouveau film dans l'univers de Narnia, donc le neveu du magicien, qui est produit par Greta Gerwig, qui est le 6e tome de Narnia, mais qui est chronologiquement le premier. Mon âme d'adolescente, d'enfant est tellement ravie d'avoir un nouveau film dans cet univers. Pareil, je pense que je vais me jeter dessus. Et on termine cette sélection en vous rappelant quand la saison 2 de Percy Jackson sur Disney+ va sortir le 10 décembre. J'ai très hâte, pareil, de continuer. J'avais beaucoup aimé cette première saison et j'ai hâte de voir ce que va donner la seconde. Bref, on en a terminé là. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, s'il y a des informations qui vous hype plus que d'autres. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.